Moussa? Youssouf Moussa, je suis un Comorien comme tous les Comoriens. Je suis né à Mtsapéré, Mayotte, de père mahorais et de mère anjouanaise. Voilà. Monsieur Youssouf Moussa, vous faites partie l'un des rares leaders politiques qui ont des convictions et qui ont toujours gardé leurs convictions jusqu'à aujourd'hui, malgré votre âge, vous n'avez pas renoncé par rapport à beaucoup de nos compatriotes comoriens. Nous allons tenter de venir jusqu'à aujourd'hui, votre vie politique, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu la vie avant l'indépendance des Comores et pendant l'indépendance des Comores? Ce que je peux vous dire, c'est que disons, mon enfance m'a beaucoup marqué parce que je suis quelqu'un de basse extraction, comme on dit. Je suis né, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Mtsapéré, mais très vite, mon père est mort. Je crois, je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans quand il est mort, et ma mère est venue me récupérer. Nous sommes allés de la grande terre à la petite terre. C'est comme ça, hein. Il y a une grande terre et une petite terre. Et depuis donc le début des années 50, nous habitons à l'abattoir. Un village qui vraiment contigu de Dzaoudzi. Dzaoudzi, pendant longtemps, hein, ça a été la capitale du Tom. Mais nous, à l'abattoir, on était comme la poubelle de Dzaoudzi. En fait, il n'y avait rien qui était fait à l'abattoir, et même pas d'école. Moi, mon école primaire, je l'ai faite à Dzaoudzi, hein, après avoir essayé Pamandzi, parce qu'à Pamandzi, il y avait une école, mais ça n'a pas marché à Pamandzi, et donc on m'a inscrit à Dzaoudzi, à l'école de la mission catholique. Et après la mission catholique, je suis allé à l'école dite officielle. Voilà, jusqu'en 1960. C'est en 1960 que j'ai passé le concours d'entrée en 6e. À l'époque, il y avait un concours pour l'ensemble de l'archipel, et en 1960, je me suis retrouvé à Moroni en 6e, et il y avait 2 classes de 6e pour l'ensemble de l'archipel. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le topo. Cela veut dire tout simplement que la France n'avait pas besoin de gens instruits. Tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on comprenne ce qu'ils disent quand ils nous disent de soulever quelque chose ou de faire quelque chose. Voilà la réalité en ces temps-là. Et voilà. Dites-nous comment s'est passée la préparation de l'indépendance, puisqu'il me semble que vous avez vécu. Comment les Comoriens se sont dit qu'on devrait, ou bien comment ils ont préparé leur indépendance? Ce que je peux dire, c'est que la vie dans les différentes îles, hein, pas uniquement à Mayotte, mais dans les différentes îles, c'était vraiment lamentable. Et je me souviens qu'en 1974, au moment du débat sur l'indépendance des Comores à l'Assemblée nationale française, le député qui avait en charge donc, de présenter le débat a commencé par dire à ses collègues que, bon, je vous le dis franchement, nous n'avons rien fait dans ce pays. Et c'était vrai. Quand il parle, on n'a rien fait dans ce pays. C'est-à-dire... C'est quel pays il parle? Des Comores. Les Comores de combien? Des îles? Des 4 îles. Des 4 îles. Ils n'ont rien fait dans les 4 îles. Moi, quand je suis arrivé à Moroni en 60, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, les routes n'étaient pas goudronnées. C'était ça, Moroni. Hein? Voilà. Et qui a eu l'idée qu'on nous devrions faire comme les autres pays africains, arracher notre indépendance? Et comment cela a été préparé? Je crois qu'il y a eu plusieurs influences. Hein. Il y a eu d'abord les influences des indépendances africaines. Des Comoriens à Zanzibar ou ailleurs ont eu écho de ces choses-là. Et je crois que
ce sont ces influences-là qui ont également influencé, disons, les Comoriens, que peut-être la voie de l'indépendance, il fallait la tenter. Et je me souviens que dans les années 70, Mesmer, qui était à l'époque ministre des colonies, était venu à Mayotte et a fait un discours sans embâche ni fioriture. C'était clair comme de l'eau de roche. Il a dit, si jamais les Comoriens veulent être indépendants, ce que je ne crois pas, hein, eh bien vous, les Mahorais, vous resterez français aussi longtemps que vous le souhaiterez. Donc vous voyez bien que cette histoire de séparatisme de Mayotte, c'est quelque chose qui est préparé de longue date. Ouais. Voilà. Dites-nous comment s'est déroulé les élections, le processus électoral pour l'indépendance, le référendum, comme on dit. Oui. Donc, pour ce référendum, ce que je peux vous dire, c'est que moi je n'étais pas à Mayotte, je n'étais pas aux Comores, mais j'étais en France. Parce que je suis allé en France en 67 et je suis resté là-bas jusqu'en 78. Donc, les élections, c'est par oui-dire que j'ai appris des choses. Et entre autres choses, c'est que partout il y avait des gens partisans de l'indépendance. Un travail d'élagage a été fait bien avant le référendum, c'est-à-dire on a chassé pas mal de monde, ouais. Que ce soit des gens des autres îles ou bien des Mahorais qui étaient partisans de l'indépendance, on les a chassés, ils sont allés dans les autres îles, et le déroulement même du référendum s'est fait vraiment entièrement sous la coupe du MPM et des autorités coloniales. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, on ne peut pas parler du tout de scrutin démocratique ou des choses de ce genre, puisque dans les bureaux de vote, dans tous les bureaux de vote, il y avait, devant le bureau de vote, à l'entrée du bureau de vote, il y avait des commandos. À l'époque, on les appelait les Fadampangu, hein, qui contrôlaient, disons, le scrutin. Tu entres avec pour aller voter, tu prends les bulletins, on te dit, tu mets le bulletin que tu as choisi dans l'enveloppe, mais l'autre, celui que tu n'auras pas choisi, hein, eh bien, tu l'emmènes ici, et il y avait une corbeille à l'entrée du bureau de vote, et il fallait que tu jettes ton bulletin dans la corbeille du bureau de vote. Donc vous imaginez que dans ces conditions-là, parler de référendum démocratique, non, c'est pas vrai. Au-delà de ce que vous êtes en train d'illustrer, à savoir le bourrage des juges, si j'ose dire ça, qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait qu'un référendum qui était censé être général est devenu île par île? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut voir qu'avant même ce scrutin, la France a tout fait pour embrouiller les esprits, pour imposer sa vision. La France voulait, au départ, faire un référendum île par île. Ça, la France l'avait dit clairement. Mais, finalement, je crois que les députés, donc, ont accepté, mais entre guillemets, ont accepté qu'on consulte globalement les Comoriens sur l'accession des Comores à l'indépendance. Mais une fois les résultats publiés, étant donné qu'à Mayotte, il y a une majorité de gens qui ont voté contre l'indépendance, la France s'est saisie de cela pour changer la règle du jeu. Oui, pour changer la règle du jeu, pour suivre. En fait, elle changeait même pas la règle du jeu. C'est une règle qu'elle avait bien avant le référendum, c'est-à-dire séparer les îles. Donc, elle s'est saisie de cela pour, organiser 2 consultations successives à Mayotte, alors que l'Assemblée générale des Nations unies était contre. Il y avait même eu une résolution qui interdisait cela, qui interdisait à la France d'organiser des consultations
sur l'île comorienne de Mayotte. Mais la France l'a fait. Voilà. Dites-nous, puisqu'il y a un sujet qui fait débat depuis longtemps, et surtout ces derniers temps, puisqu'il y a un certain ARM, Riziki, docteur, qui a soutenu sa thèse de doctorat sur Mayotte, n'a jamais été comorien. Ce qui veut dire que ce sujet commence à vraiment inquiéter ceux qui croyaient à la comorialité de Mayotte. Dites-nous, est-ce que c'est vrai, puisque vous avez quand même vécu cela, même si vous nous expliquez que la France n'a jamais voulu, de toutes les façons, laisser partir Mayotte, parce que si je comprends bien, il y aurait soit un ministre, en tout cas une autorité qui était venue dire aux Mahorais, je cite, vous les Mahorais, si vous le souhaitez très bien, vous pouvez rester français autant que vous voulez. Voilà. Fin des citations d'après M. Youssouf Moussa. Dites-nous pourquoi cela est possible de faire ces affirmations que Mayotte n'a jamais été comorien. Bon, d'abord, je dirais une chose, c'est que la France, en fait, voulait garder l'ensemble de l'archipel des Comores. Parce que stratégiquement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour elle. Donc faire la Réunion, les Comores et Djibouti, c'était l'idéal pour la France. Mais puisque les Comoriens demandent leur indépendance, elle a tout fait pour garder une partie de l'archipel. Et je précise qu'en juin 73, le débat entre les autorités françaises et les autorités comoriennes sur l'accession des Comores à l'indépendance, ces débats ont abouti à un texte. Et dans ce texte, la France affirme qu'elle est pour l'indépendance des Comores, mais qu'elle gardera une base militaire à Dzaoudzi. Vous voyez ? Ce texte existe. Ce texte existe. C'est un texte officiel. On peut l'avoir au journal officiel, 15 juin 73. Suite à des débats qui ont eu lieu au ministère des Dom-Tom. Donc, je crois que depuis longtemps, la France ne voulait pas lâcher complètement les Comores. Et elle a tout fait pour garder Mayotte. Puisqu'elle ne pouvait pas garder l'ensemble de l'archipel, autant se rabattre à Mayotte. Et Mayotte, la France veut s'enraciner, veut contrôler tout ce qui se passe à Mayotte, de façon à avoir la possibilité d'intervenir quand elle le veut, quand elle le souhaite, d'intervenir dans les autres îles. Ça s'est déjà d'ailleurs passé. Son armée est intervenue à plusieurs reprises dans les autres îles. Et son armée se préparait à Mayotte pour aller intervenir. Dites-nous, les autorités successives des Comores, libérées en quelque sorte, pourquoi, selon vous, ils n'ont pas pu arracher Mayotte des mains de la France? Est-ce que c'est de leur faute? C'est le manque de vision politique? Qu'est-ce qui s'est passé que jusqu'à 50 ans, Mayotte reste toujours encore français alors que vous nous avez... Moi, je pense que il y a eu... disons que les choses n'ont pas été clairement appréciées par les hommes politiques comoriens au moment du débat sur l'accession des Comores à l'indépendance. Je crois qu'ils ont mis en avant, disons, l'appétit de pouvoir. Chacun veut aller au pouvoir et ils ont relégué au second plan, disons, l'aspect donc préservation de l'indépendance du pays et voilà, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas contradictoire de vouloir l'indépendance et puis de toute façon de ne pas s'en occuper pour aller jusqu'au bout? Je crois que chacun s'est fait ses fausses idées. On m'a dit qu'Ali Soali s'était entendu avec les séparatistes mahorais sur le fait que si Ali Soali veut que Mayotte reste dans l'ensemble comorien, il faut se débarrasser d'Ahmed Abdallah. Je crois que c'est d'ailleurs cette raison, à mon avis, qui est la cause du coup d'État du 3 août. Donc, une fois le coup d'État du 3 août effectué, les séparatistes mahorais ont dit à Ali Soali, bon, écoute, maintenant nous sommes libres.
Donc, ce qui veut dire que c'est toujours la France qui était derrière pour enrouler bien sûr. dans la farine bien sûr, bien sûr. En tout cas, Alice Wallis s'est vraiment fait avoir par les Adrien Giraud, les Marcel Henry et autres. Hein. Oui. Comment est-ce qu'il a accepté quelqu'un comme Alice Wallis, qui est considéré comme l'un des plus intelligents des Comores, des personnalités politiques intelligentes? Je crois que... Comment se fait-il qu'il a pu se faire tromper dans aussi peu de temps? Oui. Je crois que, je sais pas, ça s'est passé. Je crois qu'il a manqué de vigilance. Hein, peut-être qu'il ne connaissait pas bien les séparatistes mahorais, qu'il a fait un pacte avec eux sans savoir exactement sur quoi eux ils se basent. Voilà. Je crois qu'il s'est fait avoir en beauté. Voilà. Donc, vous m'aviez posé la question de savoir pourquoi est-ce que on dit que Mayotte n'est pas comorienne. Exactement. Est-ce que vous croyez que moi je suis pas comorien? Non, ça on pose cette question puisque nous pensons que cette question, il n'y a que M. Soufoumsa qui serait capable d'expliquer aux Comoriens et surtout les jeunes, puisque un jeune qui a moins de 15 ans maintenant peut gober des âneries. Donc c'est pour ça on vous pose cette question pour donner votre avis. Non, mais moi je dis que la question est la bienvenue, mais ce que je peux dire, c'est que s'il y a une île comorienne dans l'ensemble de l'archipel, la première c'est l'île de Mayotte. Parce que comme la capitale du Tom était à Mayotte, à Daoudzi, pendant de nombreuses années, la France faisait venir des gens des autres îles. Moi, si ma mère est allée à Mayotte, c'est justement parce que c'était possible, parce que la France souhaitait que les gens viennent pour travailler, parce que la population de l'île de Mayotte n'était pas vraiment nombreuse à l'époque, et donc la France avait besoin de main-d'œuvre. Donc elle faisait venir des gens, et ces gens, quand ils arrivent, eh bien, il y en a qui se marient, il y en a qui achètent des propriétés, il y en a qui s'installent, de façon que le mixage ou le brassage des populations des 4 îles s'est fait vraiment de façon vraiment complète à Mayotte. Rares sont les gens qui à Mayotte n'ont pas de membres de leur famille dans les autres îles. Et je prendrai l'exemple de notre député, Estelle Youssoufan. Son père est originaire de Grande Comore. Youssouf Bouchirou, c'était mon ami, je le connaissais bien. Mais à l'époque... Mes cousins directs sont de Tsapéré. Oui. Donc Youssouf Bouchirou, c'était Grand Comorien, mais moi, ça ne m'a jamais préoccupé, puisque moi-même, ma mère venait d'Anjouan. C'était normal, c'était le même pays à l'époque. Voilà. Et je peux vous dire, bon, j'ai cité notre député, mais notre sénateur, Saïd Omar Wali, c'est un ami. Nous habitons le même quartier, Pamanskele, à l'abattoir. Eh bien, lui-même, il l'a dit, que sa famille vient d'Anjouan. Et je précise que sa mère, qui était partisane de l'indépendance, sa mère a été chassée de Mayotte dans les années 70 et elle est allée mourir à Mironsi, dans l'île d'Anjouan. Le président de l'association des maires de Mayotte, M. Madsouf, maire de Pamanzi, ses parents sont originaires de Grande Comore également. D'ailleurs, il a commencé à investir en Grande Comore, notamment à Moroni. Il a construit donc une auberge qui s'appelle l'auberge de l'Hippocampe. Voilà, face, disons, au Jardin de la Paix d'Idriss Mohamed. Voilà. Et je citerai un autre exemple, Alpadjo. Alpadjo qui était parmi les chefs des Fadampango, c'est-à-dire des gens qui terrorisaient tout le monde, qui violaient, qui battaient les gens. Eh bien, sa mère est originaire de Fumbouni, en Grande Comore. Donc vous voyez bien ce que c'est que Mayotte. Les 3 communes les plus peuplées de Mayotte,
la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir, la commune de Koungou et la commune de Mamoudzou, eh bien, majoritairement, la population de ces communes est originaire des autres îles. Vous voyez? Est-ce que Mayotte est comorienne? Ben oui, Mayotte est comorienne. Merci beaucoup, monsieur Youssoufou. Je rappelle que nous sommes en direct ici avec le grand patriote Youssoufou Moussa pour essayer de comprendre ce que c'est les îles Comores. Monsieur Youssoufou Moussa, vous avez expliqué que peut-être Ali Swalihi se fait avoir en faisant un pacte avec les indépendantistes. Non, les séparatistes. Les séparatistes maoris, excusez-moi. Mais après 50 ans, est-ce qu'il est le seul, si erreur y est, est-ce qu'Ali Swalihi est le seul, puisque je pense qu'il a régné que 2 ans. Pourquoi, après 50 ans d'indépendance, je crois que les choses n'ont pas du tout évolué. Si ça a évolué, ça a évolué négativement. Oui. Eh bien, c'est que la France a fait ce qu'il fallait pour neutraliser le monde politique comorien. Tu te rends compte, on déclare l'indépendance le 6 juillet, 3 août, coup d'État. Est-ce que vous croyez que ça renforce les gens? 3 ans plus tard, eh bien, on fait un autre coup d'État, on tue le président. Vous voyez ce que ça fait? On fait venir les mercenaires. Donc la France a vraiment étalé son jeu pour neutraliser, pour intimider les Comoriens. Moi, quand je suis descendu à Moroni en 1978, eh bien, c'était pas gai, hein. Les mercenaires faisaient la loi partout. Vous voyez? Et ça intimide. Et pourtant, c'est l'époque de l'indépendance. Oui, oui, en 1978. Pourtant, les mercenaires étaient toujours là, à régner leur... Voilà. Donc, je crois que c'est pas que les Comoriens ne voulaient pas vraiment renforcer l'indépendance et tout, mais on leur a pas laissé la possibilité de faire cela. La France on les a intimidés. La France, pas seulement la France, l'Afrique du Sud aussi, parce que les mercenaires étaient gérés par la France et l'Afrique du Sud. Oui. Et notre pays a servi pendant cette période de mercenaires de relais pour les trafics de mercenaires dans la région. Donc notre pays était devenu une plateforme que la France utilisait pour faire ce qu'elle voulait dans la région. Donc moi, franchement, je suis pas surpris que les choses se soient passées comme ça. Et disons que il y a aussi le fait que beaucoup de gens, beaucoup de Comoriens, notamment de responsables politiques, ont fini par croire que pour aller au pouvoir, il fallait avoir l'aval, ou en tout cas le soutien de la France. Et c'est comme ça que le pays, au fur et à mesure, donc a décliné, a perdu ses responsabilités, et voilà. Moi, je me souviens d'une chose vraiment effarante. L'armée française qui intervient dans un pays indépendant, qui enlève le président du pays et qui va le déposer comme un déchet à la Réunion, vous croyez que ça encourage? Ben non, ça n'encourage pas du tout. Pourquoi vous, la classe intellectuelle, j'ose dire le Front démocratique, puisque je pense qu'il fait partie des partis politiques comoriens qui avaient l'intellect, pourquoi vous n'avez pas aidé l'initiative, même si vous pensez que c'était pas une bonne piste, mais au moins l'intention était bonne, l'intention d'Ali Swalihi d'avoir l'indépendance totale des îles, et surtout pourquoi vous n'avez pas soutenu, puisqu'il me semble qu'Ali Swalihi disait tout le temps que, ou bien on a vu qu'Ali Swalihi n'a pas été soutenu par les intellectuels de l'époque, à savoir le Front démocratique. Moi, il y a une chose déjà que je peux dire, c'est que le coup d'État du 3 août, ça a été vraiment une erreur terrible. Hein? Mais on ne fait pas un coup d'État un mois après la proclamation de l'indépendance. Il ne fallait pas faire ça. Le diable était derrière. Ouais. Donc,
Et suite à ce coup d'État, les mercenaires sont venus aux Comores. Hein. Donc ça, c'est un mauvais départ, si j'ose dire. C'est un mauvai départ. Ali Soili a fait un mauvais départ. Deuxième aspect, c'est que, en fait, l'impression que nous avions, c'est que Ali Soili n'avait pas de vision pour l'avenir du pays, puisqu'il s'en prenait à tout le monde. Il faut avoir des racines, il faut avoir des bases dans un pays pour faire une révolution. Et lui, il s'en prenait à tout le monde. Est-ce que c'était pas vous qui n'avez pas aidé cette initiative, puisque quand on regarde le bilan d'Ali Soili, on peut dire cela, mais on a l'impression que Ali Soili n'a pas été aidé par les intellectuels. Disons que Edin, quand l'indépendance a été proclamée, que le coup d'État du 3 août a eu lieu, nous étions encore en France. Hein? Nous n'étions pas encore organisés au pays. Il y avait Msomoyumeni, mais en tant que parti, nous n'étions pas là encore. Donc voilà. Mais je crois que ce qui est déterminant, c'est que le régime d'Ali Soili était de loin un peu répressif et il s'en prenait à tout le monde. Vous savez, dans un pays féodal, si tu ne connais pas la féodalité, il faut faire attention. Parce que c'est des gens qui ont des racines, les féodaux. Ils savent ce qui se passe dans le pays, ils savent comment faire, et Ali Soili n'a pas, je crois, saisi cet aspect-là. Est-ce que c'est pas la composition. Cela le mot en révolution, puisque quand on regarde ce qui se passe, ne serait-ce qu'à l'AES aujourd'hui, en l'occurrence Burkina Faso, on voit que peut-être l'homme africain a toujours besoin que quelqu'un lui fasse autorité. Et le bilan en lui-même parle par rapport au 48, puisqu'il a régné 2 ans et demi ou 2 ans et 7 mois, peu importe, et les 48 années, il n'y a pas eu, c'est vrai, en tout cas la répression y est, ne serait-ce que le gouvernement d'aujourd'hui, mais il n'y a pas vraiment un bilan qui pouvait nous laisser penser que Ali Soili avait totalement tort. Non, moi je n'ai jamais dit ça. Ali Soili a fait des choses que moi j'ai appréciées. Les écoles qu'il a montées, les Moudrias et tout ça, c'est des choses positives. Hein, il y a eu une immense campagne d'alphabétisation aux Comores, et ça a été utile parce que finalement tout le monde pouvait lire quelque chose. Je crois que c'est positif. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que quand on lance une offensive, il faut faire il faut faire une évaluation du rapport de force. Est-ce que le rapport de force me permet de faire ce que j'ai envie de faire? Et je crois qu'il n'a pas fait cette évaluation-là. Il n'a pas jugé ou bien évalué à sa juste mesure le poids de la féodalité aux Comores. C'est une force d'inertie immense, la féodalité aux Comores, jusqu'à maintenant. Voilà. Moi, ce que je voulais demander, c'est en substance, c'est que, puisque on accuse Al Soili d'avoir fait échouer l'indépendance des Comores, alors qu'il n'a duré que 2 et 9 mois. Et on sait qu'aujourd'hui, on a 50 ans. Et la personne qui a été le déclarant de l'indépendance, à savoir Ahmed Abdallah, aidé par les autres classes politiques, notamment le Front démocratique, ont repris la relève sur le terrain. Et ils n'ont pas été capables, justement, de mettre sur pied les vraies lignes qui pourraient faire en sorte que l'indépendance soit réelle, mais plutôt on a fait venir la France justement pour continuer à vraiment anéantir cette indépendance-là. Alors, moi, après tout cela, est-ce que
la classe, peut-être qu'Al-Swali ait chassé la France et que les gens n'ont pas jugé que c'était utile. Est-ce que c'était pas une erreur de la part de l'ensemble de la classe politique comorienne de ce point de vue? D'abord, il faut être clair. Hein. Nous, au Front démocratique, le Front démocratique a été créé en 82. Hein? Donc, et nous, c'est pas nous n'avons pas pris la relève d'Ali Swali. Hein? Nous avions un parti, nous défendions nos positions, et le combat le plus en exergue, c'était la lutte contre le mercenariat. Nous n'avons pas du tout pris la relève d'Ali Swali, nous n'étions pas au pouvoir avec Ahmed Abdallah. Au contraire, Ahmed Abdallah nous réprimait. Moi, quand je suis allé là-bas en 78, eh bien, en 79, on est venu m'arrêter. J'ai été emprisonné au Bahamas. En 82, fin 82, on est venu m'arrêter encore. Et on t'arrête, mais on ne te dit pas ce que tu as fait. On t'arrête, et puis c'est tout. On t'enferme. Et puis on t'empêche de faire quoi que ce soit. Donc nous n'avons pas du tout été dans le régime d'Ahmed Abdallah. Loin de là. Et en fait, il y a quelqu'un comme Idriss Mohamed Chanfi fait le mea culpa et lui dire que si il savait comment ça pourrait évoluer l'indépendance et les actions qu'avait mises en place Al-Swali, si ça avait été à l'époque, à cette époque-là, il n'aurait pas agi de la sorte. Il fait son mea culpa et de dire que en vérité on n'a pas bien vu par rapport aux actions d'Al-Swali et au comportement et les enjeux de lutte contre la France, la colonisation. Donc si on aurait su ce qui allait se passer, plutôt on aurait pu choisir la voie qu'avait choisi Al-Swali et celui de chasser la France et puis essayer de trouver des alliés, ce qui n'a pas trouvé. Non, franchement, je pense que chacun peut se faire une idée de ces événements-là. Chacun peut analyser les choses comme il l'entend. Mais moi, je suis sûr que la démarche d'Ali Swali, pour beaucoup, a été la cause de sa chute. Pour se confronter au colonialisme, il faut avoir des bases solides au pays, il faut avoir des soutiens solides au pays. Or, Al-Swali a fait en sorte qu'il n'avait pas ces bases-là. Voilà. Et par la suite, Idriss peut évaluer les choses comme il l'entend, mais ce qui était déterminant dans toutes ces choses-là, si Al-Swali a échoué, c'est en grande partie à cause de la France, pas à cause de nous. C'est que la France voulait garder ce territoire pour s'en servir. C'est ça le plus déterminant. C'est pas pour rien qu'elle a envoyé des mercenaires aux Comores. C'est pour garder le terrain. Et c'est la cause principale de l'échec d'Ali Swali. C'est la France qui l'a fait chuter. C'est la France qui l'a assassiné. C'est pas quelqu'un d'autre. Oui, là on voit très bien que vous avez raison sur cette question parce que Azali qui a carrément tout donné à la France et qui continue à le faire a fait 17 ans contrairement à Swali. Donc moi ma question pour vous personnellement, pourquoi vous n'êtes pas resté plutôt engagé à Moroni, puisque je sais que vous avez vous êtes banni à Mayotte pour le travail, pour autre chose, on vous a mis à l'écart, et pourquoi vous n'êtes pas resté à la capitale pour essayer de... En gros, pourquoi vous avez choisi d'être résistant jusqu'aujourd'hui alors que... Bon, voilà, moi, déjà, je peux dire une chose, c'est que je suis je suis allé à Moroni en 78. Je suis resté là-bas jusqu'en 83. Et en 83... Pourquoi vous avez resté ? Attends, j'y arrive. En 83, Ahmed Abdallah a envoyé Abdourakib, qui était procureur à l'époque, c'est un procureur mahorais, pour venir me dire que je dois aller à Mayotte et ne plus revenir en Grande Comore. C'est Ahmed Abdallah qui m'a chassé. Pendant la période de mercenariat. En 83.
Donc, si je suis allé à Mayotte, c'est en partie à cause de cela. Parce que la même année 83, je suis revenu en Grande Comore, parce que j'avais un voyage à faire en Chine. Mais on m'a arrêté à l'aéroport. Omar Tamou est venu à l'aéroport, il m'a arrêté. Voilà. Donc, vous voyez, je ne suis pas parti de mon... disons parce que j'étais content de partir, mais bon, maintenant, il y a l'autre aspect, c'est que ma famille était à Mayotte. Ma mère, ma sœur, mes neveux, mes nièces, et je leur devais également quelque chose. Parce que ma mère s'est beaucoup sacrifiée pour moi. Et il fallait que j'aille à Mayotte également. Et c'est mon île natale, après tout. Et donc, je suis allé à Mayotte, et avec l'accord de mon parti, et nous avons créé la Fédération de Mayotte du FD en 84. Et nous avons continué le combat sur place avec ces moyens-là. Et sans le soutien de personne. Les autorités comoriennes n'ont jamais aidé la Fédération de Mayotte du FD. Et voilà, nous comptions comme vous sur nos militants pour faire les choses. Voilà. Et nous savons que pour la période récente, en l'occurrence en l'an 2016, lors de la fin de la tour du cycle de la tournante de Comores, vous êtes rendu à Moroni pour essayer de parlementer de la tour de Mayotte. Qu'en est-il? Quelles ont été la réaction des pouvoirs sur place et notamment du président de l'époque? En fait, mon but dans ce voyage, c'était de contacter les responsables politiques et notamment les chefs de parti. Donc j'ai pris les contacts qu'il fallait, je les ai rencontrés, mais malheureusement j'ai constaté qu'en fait personne ne pensait à cette question de l'île de Mayotte. C'est comme si c'était une question réglée. Personne n'a voulu discuter de cela. Pour nous, est-ce que la tournante en elle-même était une opportunité ou bien c'était la meilleure façon franchement, de mettre à côté, comme vous le dites, la question de Mayotte? Bon, d'après ce qu'on nous disait à l'époque, la tournante, c'était de permettre à chaque île d'exercer le pouvoir. Est-ce que c'était une bonne mesure ou une mauvaise mesure? Bon, à l'évidence... Qui était derrière ce changement de constitution qui a... Mais vous croyez que c'est qui? C'est la France. Cette histoire disons, de responsabiliser les îles, de permettre à chacun d'exercer le pouvoir, ça c'est la France qui a dicté cela. Hein? Donc la France ne voulait pas et ne veut toujours pas qu'il y ait une nation comorienne, qu'il y ait un pays comorien autonome. Elle veut contrôler d'une manière ou d'une autre tout ce qui se passe dans notre pays. Et c'est pour ça qu'elle s'acharne. Même après 50 ans d'indépendance, on est toujours... Ah oui, parce que encore plus après 50 ans d'indépendance, à cause de ce qui se profile dans la zone. Vous savez qu'on parle de pétrole, de gaz dans la zone. Et là, nous sommes en plein, nous, dans le canal de Mozambique. Et il se trouve que chez nous aussi, on dit qu'il y a du pétrole. Donc la France ne veut pas lâcher. Même quand cela n'était pas évident, la France ne voulait pas lâcher. Alors vous croyez que maintenant elle va lâcher? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Et je précise que la France se prépare justement à ces confrontations qui vont avoir lieu dans le canal de Mozambique. Récemment, ils ont parlé de base militaire, mais cette base militaire, elle existe déjà. Les légionnaires n'ont jamais quitté Mayotte. Elle a renforcé, disons, ses troupes en envoyant des gendarmes, des marins, des policiers. Donc le dispositif est en train de se renforcer. Et c'est pas seulement cela. Il y a, à Mayotte, un centre d'écoute. C'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que la France peut contrôler
tout ce qui se passe dans la zone sud-est de l'océan Indien. Et ça nous désigne comme cible s'il y a un conflit dans la région. La France a placé un peu partout des radars pour contrôler tout ce qui vient et tout ce qui part. Donc la base militaire, elle est là. Ce qui manque, c'est un aéroport militaire. Et vous savez qu'il y a ce conflit-là en ce moment. Les autorités locales veulent que l'aéroport de Mayotte reste à Pamandzi, mais la France a décidé que non, ça sera en grande terre, dans une zone agricole. Dites-nous, puisque on a l'impression que les autorités politiques comoriennes, vous y compris, voire même, je dirais, tous les Comoriens ou bien les partis politiques comoriens se jettent mutuellement la responsabilité de l'échec de cette indépendance ou bien du développement des Comores. Mis à part ce coup d'État qu'on pense que fait partie de la cause de ce problème. Si vous devez regretter quelque chose, ne serait-ce que pour le Front démocratique, que vous n'avez pas pu faire, ça serait quoi? Ou bien, si vous devez qualifier, mis à part ça, vous direz quoi qui a fait que, jusqu'aujourd'hui, on est encore dans l'œuf? Vous savez, quand on se bat pour défendre un pays, il faut avoir une perspective. Il ne faut pas croire qu'on peut régler les problèmes d'un pays en 2 jours ou en 2 années. Surtout un pays qui vient du tréfonds, c'est-à-dire un pays qui était complètement oublié, que la France a utilisé pendant des années sans faire le moindre effort d'investissement. Eh bien, ça, c'est pas chose facile. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'à la longue, il y a un état d'esprit qui s'est installé. C'est-à-dire, nous, Comoriens, on sombre très vite au défaitisme. On s'est dit qu'on ne peut rien contre la France. Donc les responsables politiques se disent, si je veux arriver à quelque chose, il faut que je sois bien avec la France. Et c'est ce qui se passe, hein. Beaucoup de responsables politiques sont sous la coupe de la France, en fait. Aussi bien dans les 3 îles qu'à Mayotte. Moi, je disais l'autre jour que les institutions locales à Mayotte, elles ne servent à rien pratiquement. Elles n'ont pas de pouvoir de décision sur quoi que ce soit. J'avais donné un exemple. Une fois, ils voulaient avoir une entreprise pour l'importation de l'essence et du pétrole. Eh bien, ils avaient choisi une entreprise de Maurice, mais on leur a dit, mais vous ne savez pas, vous n'avez pas compris le film. Ça peut pas se faire, ça. En France, il y a des entreprises. Et donc, finalement, c'est Total qui a été choisi par la préfecture. Voilà. Une phrase, une question, puis après on va faire une petite pause. Pourquoi un parti comme le Front démocratique, qui avait réuni l'intellect comorien, n'a pas réussi à prendre le pouvoir pendant cette période? Est-ce que c'est encore la cause de la France, puisque Al-Sali a pu quand même, lui tout seul, prendre ce pouvoir, malheureusement, comme vous le dites? Pourquoi vous n'avez pas pu le faire? Vous savez, la SEC, c'était une organisation de masse. C'était pas un parti politique. Et si vous saviez comment fonctionnaient les organisations de masse en France à l'époque, comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France ou d'autres organisations, c'est que les gens s'engagent quand ils sont sur place, dans les luttes anti-impérialistes, dans ceci, dans cela. Mais une fois que les gens rentrent chez eux, c'est autre chose. Comme disaient les gens de la FEANF, nous on s'adapte. Tu vois, ça veut dire, bon, ils arrivent au pays, ils connaissent un ministre, ils connaissent aussi, voilà. Donc, il y a ça. C'est-à-dire, les engagements ou le semblant d'engagement que tu peux constater quand tu es en France dans une organisation comme celle-là, une fois que tu rentres au pays, les choses changent. Les choses changent. Ils sont happés par, disons, la réalité. Ça, c'est un terme de la FEANF, la réalité locale.
C'est pour ça que beaucoup de gens donc, nous ont quittés. Les Koudra, les Swamadou, les Mamadou, et tout ça, ils étaient avec nous au sein de la SEC. Mais une fois au pays, ils se sont dit, bon, il faut s'adapter. Voilà. Merci. Nous prenons 2 minutes de pause, le temps de boire quelque chose, et nous revenons pour finir notre émission. Merci beaucoup. Welcome, Donc, merci. Nous revenons à nos moutons, Monsieur Youssouf Moussa. Je rappelle que vous êtes une personnalité politique emblématique des Comores, l'un des rares nationalistes d'opinion ou bien de conviction. Monsieur Youssouf Moussa, on a à peu près fait un bref bilan historique des Comores d'avant et pendant l'indépendance. Il nous reste 2 questions sur ce bilan, et puis nous allons tenter d'essayer de trouver ou bien d'arracher de vous votre vision des Comores de demain grâce à votre expérience. Mais, Monsieur Youssouf Moussa, sur la question de Mayotte, puisque c'est une question qui est fascinante, comment est-ce qu'une île qui appartient aux Comores, selon l'histoire, la géographie et tout ce qui va avec, les hommes et tout, a pu se trouver être vendue par un homme d'origine malgache, en l'occurrence André Anansudi, à la France. Cette question nous fascine, comme toute l'histoire des Comores. Mais est-ce que vous croyez que vraiment André Anansudi avait le choix? Je crois qu'André Anansudi était dans une situation pas brillante, et il a cherché le moyen de se sortir de l'embarras. Donc, cette histoire de vente, c'est quelque chose qui est fabriqué. La France a pris l'île et a dit, bon, toi, je te donne ceci. Je t'envoie tes enfants, je sais pas où, et tu as une rente. Voilà, ça suffit. C'est pas une vente. C'est une extorsion. La France a pris prétexte dans Anansudi pour prendre l'île de Mayotte, c'est tout. Comment cela a pu être possible déjà? Est-ce qu'on peut vendre un territoire comme ça? Parce qu'à l'époque, disons, le pays, enfin l'île en tout cas, n'avait pas les moyens de résister à cela. La France a forcé. A trouvé un prétexte, mais s'il n'y avait pas André Anansudi, elle aurait trouvé un autre prétexte. Donc, en voulant donc consolider ses bases à Mayotte, la France a fait a saisi l'opportunité d'André Anansudi pour réaliser son souhait, c'est tout. Voilà. Cette question de l'île comorienne de Mayotte, Monsieur Youssouf Moussa, faisait toujours l'ordre du jour au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, jusqu'à ce que, tout d'un coup, cette question a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on ne sait pas réellement comment est-ce qu'une question qui n'a pas été réglée, que cette Assemblée générale des Nations Unies condamnait systématiquement la France, a pu être disparu comme ça, sans que les autorités comoriennes puissent expliquer aux Comoriens. Parce qu'elles étaient d'accord. Qui était d'accord? Les autorités comoriennes. On nous a expliqué que de toutes les façons, ça fait partie des choses positives que Ali Swalihi ou bien les Swalihistes se vendaient, c'est que après la déclaration de l'indépendance, Ali Swalihi, le gouvernement bien entendu, après la déclaration de Mohamed Abdallah Abderrahmane, lui, Ali Swalihi, le successeur, a ramené cette question de Mayotte aux Nations Unies. Ça fait quand même un point positif. Et donc on peut dire qu'au moins ces 2 gouvernements controversés successifs, au moins chacun a marqué un point vers l'indépendance. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est que la France,
en envoyant ses mercenaires aux Comores et en intimidant les autorités comoriennes, les autorités ont cédé. Vous savez, j'avais dit cela, c'est que en 97, nous sommes allés à Addis Abeba lors de la crise séparatiste. Et nous avons eu une rencontre, la délégation dans laquelle j'étais a eu une rencontre avec Salim Ahmed Salim, qui est quelqu'un d'important au sein de l'OUA, et il nous a dit que vous, les Comoriens, vous n'êtes pas sérieux. Non seulement vous ne faites pas ce qu'il faudrait faire, mais quand nous, OUA, nous voulons faire quelque chose, vous nous dites de ne pas le faire parce que vous êtes en discussion avec la France, parce que la France va se fâcher si jamais... Qui a dit cela à ce diplomate? Ah, ça, je ne sais pas, mais... C'était quel... Non, c'était le diplomate qui nous a dit. Oui, oui, mais voilà. Il y aurait, puisque quand ils disent que vous n'êtes pas sérieux, nous voulons avancer sur cette question, et c'est vous-même, les Comoriens, qui venez nous expliquer... Non, là, il parle des autorités comoriennes. Et il parlait de quel gouvernement? Des autorités... Alors ça, je ne sais pas. C'est à quelle année? La crise séparatiste, c'était en 97. En 97, c'est causé par Azalia Soumani, ouais. Donc les autorités comoriennes ont accepté un débat stérile avec la France, alors que la France n'avait pas du tout l'intention de lâcher prise. Ouais. Et c'est pour ça que... parce que ce qui gênait la France, c'est qu'il y ait des résolutions des Nations Unies qui condamnent sa présence à Mayotte. Ça gênait beaucoup les autorités françaises. Alors qu'une intervention comme ça, même à l'Assemblée Générale, mais sans résolution, ça ne fait rien. Ça passe. Hein, même dernièrement, je crois que le président a fait une déclaration, mais... Voilà. Donc, nous allons parler des sujets qui fâchent, le sujet qui a fait au moins, en tout cas, ces statistiques datent de longtemps, datent de quelques années, je pense, le visa baladure. Comment en est-on arrivé que l'île comorienne de Mayotte a pu être la cause de plus de 30 000 morts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le process du visa baladure jusqu'à ce qu'on arrive là? Le process il est simple. Puisque les trois îles sont dites indépendantes, que la France a mis le grappin sur Mayotte, eh ben, la France a voulu fermer les portes. Il ne faut pas que les gens des trois îles aillent à Mayotte. C'est vital pour la France, parce que la France veut changer Mayotte, changer le visage de Mayotte. Donc la première étape, c'est le visa baladure. Ensuite, la France a expulsé, mais alors massivement, tous ceux qui étaient à Mayotte et qui n'avaient pas, disons, de justification pour de leur présence là-bas. Il y a eu vraiment... chaque année, ils publient les statistiques, ils montrent 20 000, 30 000 ont été expulsés. Et, parallèlement, la France a incité les Mahorais à partir en masse. On sait qu'aujourd'hui, partout où vous allez en France, il y a des Mahorais. Ce qui veut dire que le visa baladure n'est bénéfique que seulement pour la France, mais oui, ni pour les Comoriens des trois îles, ni pour les Mahorais eux-mêmes. Parce que beaucoup également sont partis à La Réunion, parce qu'ils disent qu'à Mayotte, il n'y a pas d'espoir. C'est les Mahorais qui disent ça. Voilà. Alors qu'on aurait pu croire que maintenant qu'ils sont français et tout ça, tout va bien. Mais non. Donc, ces processus que la France a mis en route, donc expulser les ressortissants des trois îles, expulser, parce que c'est une expulsion, expulser les Mahorais de Mayotte et les envoyer en France ou à La Réunion, et il y avait des aides matérielles pour inciter les gens à partir. Avec la DOM, parfois on te donne de l'argent pour payer le billet pour partir. Donc c'est une sorte de nettoyage, carrément de nettoyage de la population de Mayotte pour changer le visage de l'île comorienne de Mayotte. Et
en même temps, la France a ouvert les portes pour que les Français blancs viennent en masse à Mayotte. Et ils sont à Mayotte. Et c'est eux qui dirigent Mayotte. Pour quel projet? Puisque ce que vous expliquez là, on voit un projet. Est-ce que vous avez une idée sur le projet de cela? Non, mais le projet, à mon avis, c'est le même que depuis toujours. Hein. C'est un projet stratégique. Il faut que la France ait un point d'appui dans cette zone-là, qui est une zone importante, et qui va le devenir encore plus avec ces histoires de gaz et de pétrole. Donc il faut que la France ait un point d'appui. Et ce point d'appui, c'est Mayotte. Ouais. Et récemment, enfin, il y a, c'est pas si loin de là, il y a des ressortissants du continent, maintenant que la France fait venir à Mayotte. Il ne faut pas croire que ces gens-là ne savent pas où ils vont, ils savent où ils vont. La France n'est pas contre leur arrivée à Mayotte. C'est les Mahorais qui disent non, nous ne voulons pas. Mais la France, elle veut bien qu'ils viennent. Parce que ce que veut la France, c'est de faire en sorte que les habitants de Mayotte, que personne à Mayotte ne soit contre ce que la France veut faire à Mayotte. C'est exactement ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. La France a nettoyé, a fait venir tous les gens qui lui sont redevables, de façon que les Kanaks, aujourd'hui, ne peuvent rien décider dans leur pays. Eh ben, c'est le processus que la France a entamé pour Mayotte également. Heureusement, avec les Kwassa, donc les ressortissants des trois îles arrivent quand même à aller à Mayotte. Ce qui fait que le changement de population que la France souhaitait n'a pas été réalisé. Mais un processus, c'est dans la durée qu'il faut l'envisager. Si nous ne faisons rien, qu'est-ce que ça sera dans une dizaine d'années? Que sera la population de Mayotte? Hein? Est-ce que le gouvernement qui est axé à Moroni n'avait pas commis une faute grave, puisque je pense que le visa Balladur devrait être une cause d'une rupture diplomatique. Hein. Je crois le fait d'accepter jusqu'à ce que on demande un visa pour rentrer dans son île connue, en conflit avec une superpuissance. Est-ce que vous croyez que les autorités comoriennes ont le courage d'affronter la France sur cette question-là? Vous feriez quoi, M. Youssouf Moussa, si vous étiez président des Comores à l'époque où on dit on vous met un visa pour traverser vers une de ces quatre îles? Vous feriez quoi? Non, d'abord, ça c'est une question, bien sûr, à adresser au président et au gouvernement, mais à tout le pays. Hein? Il faut que tout le pays soit convaincu qu'il faut arrêter ces histoires-là. Parce que les autorités, à elles seules, n'oseront jamais affronter le gouvernement français sur ces questions. Il faut un véritable mouvement de masse pour s'opposer à cela. Mais il se trouve que justement à ce niveau-là, on est loin du compte. Moi, j'ai toujours donné l'exemple d'une intervention que j'avais faite à Moutsamoudou, en juin, et j'ai évoqué la question de Mayotte, et les gens qui étaient là au meeting ont dit qu'il fallait laisser Mayotte telle qu'elle est, parce que si un jour on a besoin de se réfugier quelque part, il y aura Mayotte. Donc les gens trouvent que c'est bien que Mayotte soit comme ça. Vous voyez? Donc cette question, les Comoriens, en fait... Donc il faut que la masse, la population puisse appuyer les autorités. Voilà. Bien sûr, si les autorités le souhaitent ou bien le demandent. Mais en ce qui concerne les Comores, je crois, ou bien on a vu que jamais les autorités n'ont jamais fait le premier pas. Parce qu'ils sont déconnectés de la réalité du pays. Ils obéissent plutôt à la France qu'aux Comoriens qui les ont mis au pouvoir. Même si c'est le même processus, mais cette question aussi, on va essayer de passer juste un peu. Il s'agit de la question de COI, puisque la France dit que c'est mieux, puisque vous êtes le même peuple, quand il a besoin de ses avantages, elle a besoin de ses avantages,
elle soulève que la population comorienne et le peuple comorien est un peuple unique. Et pour que Mayotte puisse participer au jeu des îles de l'océan Indien, la France a demandé aux autres îles de faire une concession. Est-ce que c'est vraiment cette volonté-là de faire participer l'île sœur au jeu des îles de l'océan Indien, ou bien c'est plutôt le contraire, que de toutes les façons il y a une volonté de diviser et démontrer que voilà, vous n'êtes pas la même entité. Comment vous analysez-vous cette question des jeux des îles de l'océan Indien? Moi, je pense que la France n'a pas dévié de son objectif. La France cherche à isoler Mayotte de l'ensemble de l'archipel et à démontrer que c'est une entité différente. C'est pour ça qu'elle a imposé au gouvernement comorien d'accepter la participation de Mayotte en tant que telle au sein de la COI. Hein? Et il n'y a pas que ça que la France est en train de faire à propos de Mayotte. La France est en train d'introduire Mayotte dans les missions diplomatiques des pays de la région, pour que les Mahorais donc, soient acceptés en tant que tels. Donc c'est une manœuvre de pousser le plus loin possible la séparation de Mayotte du reste de l'archipel. Et les Comoriens, le gouvernement comorien en tout cas, a accepté ça. Moi, je pense que c'était une erreur de faire cela. D'accepter que Mayotte puisse participer en tant qu'île. En tant qu'île. Ouais, en tant qu'île. Voilà. Oui. Et sachant que c'est une île comorienne. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur quand j'entends aux Jeux des îles de l'océan Indien, Mayotte contre les Comores. Tu vois, rien que ça, c'est un slogan qui favorise vraiment les visées de la France. Mayotte contre les Comores. Si la France voulait réellement que Mayotte participe, puisque c'est le sport, pourquoi, par exemple, n'autorise pas les athlètes, bien les sportifs de Mayotte, pour qu'ils intègrent les équipes sœurs des trois. C'est ce qu'il fallait faire. Mais le gouvernement comorien a accepté autre chose. Et moi, je pense que c'est une erreur. Monsieur Soufou Moussa, ça sera presque l'une des dernières questions. Parlez-nous un peu, puisque le dessin que vous nous faites de la France montre qu'il n'y a rien à attendre de la superpuissance, alors qu'à chaque année, on nous explique que la France injecte de l'argent pour le développement de... Moi, j'aimerais bien que vous alliez faire un tour à Mayotte pour voir dans quel état se trouve Mayotte. Il y a des écoles qui ont été démolies par Chilo et qui sont là, sans toit, qui ne servent à rien. Et il n'y a pas que les écoles, il y a d'autres trucs qui ont été démolis et qui sont restés en l'état. Voilà. À Mayotte, on ne circule pratiquement pas. Moi, je vous dis, une fois, je voulais aller de Mamoudzou à Passamaïnt. Passamaïnt, ça doit se trouver, je ne sais pas, à 5 ou je sais pas, peut-être 8 km de Mamoudzou. J'ai mis 2 heures de temps dans un taxi pour faire 8 km. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de route. Les routes sont celles qu'il y avait depuis X temps. Voilà. Donc, développement, il n'y a pas de développement à Mayotte. Tout ce qui est fait, tout ce que la France est obligée de faire, c'est parce que les Blancs réclament. C'est ça. Depuis 87, les Blancs ont réclamé. Ils ont dit non, nous on ne veut pas vivre en brousse. Voilà. Mais la France n'a rien à faire avec les Mahorais. La France veut l'île Mayotte, mais pas les Mahorais. Voilà. Est-ce que le peuple, ou bien la population de Mayotte, est consciente de ce que vous dites? Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'ils sont bien heureux de partir et de rester là où ils sont allés. Moi, j'ai ma nièce ici à Marseille depuis pas mal de temps déjà. Et
Et avant elle, il y avait sa grande sœur, qui a passé tout son temps ici. Donc les Mahorais s'exilent au fur et à mesure. En quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la départementalisation de Mayotte, puisque certains disent que bah, oui, finalement c'est une bonne chose, d'autres en fait affirment le contraire, que c'est aussi une manière de nous voler nos terres et nos maisons. Expliquez-nous un peu votre avis sur ça. Cette départementalisation, moi je crois qu'au départ la France elle-même n'en voulait pas. Il faut voir tout ce qui a été fait. Mais, puisque les Mahorais réclament la départementalisation et tout ça, la France a cédé. Et vous savez qui a cédé? C'est Sarkozy. Vous savez qui est Sarkozy? Donc c'est pas un hasard. Personne n'a voulu le faire avant lui. Et lui, il l'a fait. Mais cette départementalisation, c'est pour la France, c'est une façon donc de renforcer l'ancrage de Mayotte au sein de la France, mais cet ancrage ne se fera jamais, parce que les Mahorais, c'est pas des Français. Hein? Les Mahorais ne sont pas des Français. Et je pense que tôt ou tard, hein, en tout cas je l'espère, c'est une histoire qu'il faudra reposer. Je crois que le problème de Mayotte est loin d'être résolu. Il faut bien, aussi bien les Comoriens que les Français, ils doivent se dire que le problème n'est pas réglé et que demain, nous serons confrontés aux conséquences de ce que nous avons fait. Et je pense que la France sera obligée de toute façon, un de ces jours, de quitter Mayotte. Tout dépend, disons, de l'attitude des Comores. Parce qu'encore une fois, si tu veux obtenir quelque chose, il ne faut pas attendre qu'on te l'offre. Il faut le réclamer, il faut demander avec force. Mais les Comores ne demandent pas, ne réclament pas. Voilà. Bon, je crois que ça ressemble un peu à votre conclusion, mais nous, on a une dernière question et puis on finira ça. Monsieur Youssouf Moussa, face à ce monde multipolaire qui avance à grands pas, comment voyez-vous, même si vous avez donné votre conclusion, les Comores dans ce système multipolaire? Ouais. Ça, il faut que les Comores comprennent qu'il y a un autre monde qui est en train d'émerger. Parce que pendant tout ce temps que nous avons examiné, les Comores se sont contentés donc d'un face-à-face stérile avec la France, alors qu'il y a d'autres possibilités. Moi, je m'étonne que les Comores, nous savons que depuis l'indépendance, le seul pays qui est là et qui fait des choses, c'est la Chine. Et je ne comprends pas pourquoi les Comores tournent le dos à la Chine comme ça, alors que la Chine, membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, a la possibilité de faire des choses pour les Comores. Mais les Comores n'osent pas. Donc, demander d'autres partenariats parce que les élus sont, force est de le dire, sous la coupe de la France. C'est ça le drame, c'est que nous nous sommes décolonisés, soi-disant, nous avons proclamé l'indépendance, mais nos esprits, c'est toujours les esprits de l'autonomie interne, vis-à-vis de la France. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf Moussa. Dernière question, et ça sera, je pense, la dernière. Si le peuple comorien vous le demande aujourd'hui, Monsieur Youssouf Moussa, de jouer un premier rôle sur l'avenir des Comores, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Bon, permettez-moi de rire, mais à mon âge, je ne suis pas comme Paul Biya, franchement, qui est au pouvoir jusqu'à 94 ans. L'énergie que vous dégagez ne serait-ce que pendant le marathon, puisque je rappelle, excusez-moi de vous couper la parole, je rappelle que vous êtes ici en France pour ce qu'on appelle
cinquantenaire. la cinquantenaire Ouais. de l'admission des Comores aux Nations Unies. Vous avez fait une tournée formidable en France, à Paris, à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, vous êtes à Marseille. Peut-être les jours à venir, vous retournerez à Paris. Donc tout ça montre que votre santé est intacte. C'est pour ça que malgré l'âge que vous nous dites, je pense que vous avez quand même, ne serait-ce que pour une transition démocratique, pour préparer l'avenir des Comores, monsieur Youssoufou Moussa. En plus, Paul Biya exerce. Il n'exerce pas, lui, il a... L'expérience, c'est la première expérience. Franchement, moi, je pense que diriger un pays, il faut que les gens qui dirigent le pays aient toutes leurs facultés pour exercer ce pouvoir. Et dans le monde d'aujourd'hui, à mon avis, il faut des gens matures, mais pas trop vieux quand même. Hein, il faut avoir de l'énergie, il faut être réactif, il faut savoir affronter les difficultés. Et si il y a des problèmes de santé et tout ça, c'est vraiment pas l'idéal. Et moi, personnellement, j'ai des problèmes de santé. Moi, je peux, disons, dire ce que j'ai à dire, aider s'il faut aider, mais prendre des responsabilités de ce niveau-là, je crois que c'est pas envisageable parce que j'ai pas la force ni les capacités de faire cela. Je crois que si c'était il y a 10 ans ou 15 ans, peut-être, mais là maintenant, il faut laisser la place aux jeunes. Place aux jeunes, il faut que les jeunes s'aguerrissent et prendre les responsabilités du pays. Mais pas comme Azadi, bien sûr. Donc, dites-nous, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes que vous nous dites que vous léguez, c'est que le témoin pour l'avenir des Comores. Quel conseil Moi, je pense que le problème le plus important pour les Comores, c'est, enfin, la difficulté majeure, c'est la dispersion des forces. Et le fait que beaucoup de forces sont contrôlées par la France. C'est ça la difficulté. Nous ne pourrons jamais faire quelque chose de bien ou de commun dans le pays si beaucoup se laissent comme ça guider par l'extérieur, guidés par ceux que nous devons affronter et combattre. Et c'est le cas à l'heure actuelle. La France a trop d'influence dans notre pays. Et il faut s'en défaire. Il faut chercher d'autres possibilités, nouer d'autres relations, demander d'autres soutiens. Et c'est possible dans le monde d'aujourd'hui. L'exemple de l'AES est là, ce qui montre que c'est possible. Mais il faut oser. Et c'est ça que les Comoriens n'ont pas, ils n'osent pas. Ouais. Et pour arrêter l'hémorragie des visas Balladur, quel est s'il y avait une réponse miracle Non, le visa Balladur, il faut que la France arrête ça. Parce que ça, c'est négatif non seulement pour les Comores, mais également pour les Mahorais, pour l'image de la France aussi. Mais oui, il faut que la France arrête cette connerie. C'est une connerie. Oui. Merci beaucoup, monsieur Youssoufou Moussa. Si vous avez un dernier mot à dire, je pense que c'est le moment. En tout cas, nous avons passé un agréable moment. Nous espérons pouvoir vous revoir bientôt, d'ici quelques mois. En tout cas, si vous venez ici, vous êtes les bienvenus ici à Marseille en général, en particulier dans notre plateau, monsieur Youssoufou Moussa. Non, moi je crois que l'essentiel c'est la santé. Il faut prier pour qu'on ait la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Hein. Là, pour venir en France, je me suis forcé à venir, mais j'ai des problèmes de santé sérieux, et j'espère que, à la longue, ils iront en s'atténuant. Et voilà, ça, je suis pas responsable de cela. Hein. Oui.
Merci beaucoup, monsieur Youssouf Moussa. Un agréable moment. Nous vous souhaitons quand même un bon retour aux Comores, à Mayotte. Mayotte est une île comorienne et le restera à jamais, comme l'indique derrière votre arrière-plan. Merci beaucoup, monsieur Youssouf Moussa. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. ya ubenza ya masiwa yetu wasiwako muruda muzima wasiwako murudi mzima ya masiwa rozajiwa ya masiwa ya elea molade ya risaidia na wikeni ya nzima rivenze watania mahaba ya dina dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita wajie yedaula imenuha sisi waza tuzikatua maore na nzuwani mwali na ngazija narikeni amahaka ya uweza ya masiwa. اللهم اتنا الخير كله ونجنا من الشر كله برحمتك ارحم الراحمين. اللهم دمر ديار الذين يدمرون ديار اخواننا في جزر القمر. اللهم دمر ديار الذين يدمرون ديار اخواننا في جزر القمر برحمتك ارحم الراحمين. اللهم شتت شملهم برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انت خير الماكرين فامكر عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. rivenze watania mahaba ya dina dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita wajie yedaula imenuha sisi waza tuzikatua maore na nzuwani mwali na ngazija narikeni ama